Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le septième, et oui déjà le septième chapitre de physique sur le travail d'une force. Alors on change de thème, on est dans le thème de l'énergie cinétique et de la sécurité routière, donc on parlera de l'énergie cinétique en particulier dans le prochain chapitre. Et donc tout ce qu'on va voir là est forcément lié au mouvement. Alors dans cette partie, on va commencer par quelques rappels sur les forces. On en a déjà parlé cette année avec les forces de pression et le poids. Alors basiquement, une force sert à faire trois choses. Premièrement, on peut mettre un corps en mouvement. Je donne un exemple, c'est quand on va taper dans un ballon. D'accord, le ballon est immobile, on tape dans un ballon, on le met en mouvement, on lui donne une vitesse. Deuxième action d'une force, là aussi c'est relativement connu, on peut modifier son mouvement. Exemple, une tête qu'on va faire au foot, ça sert à modifier le mouvement du ballon. On l'envoie dans une autre direction et on peut éventuellement modifier aussi sa vitesse. Ce dont on n'a pas encore trop parlé cette année, c'est la troisième chose que permet de faire une force, ça va être de déformer un corps. Donc, par exemple, quand on écrase une canette, par exemple, on va exercer une action qui va pas la mettre en mouvement, qui va pas modifier son mouvement, mais qui va en fait changer sa forme et l'écraser. Donc ça, c'est un cas un peu particulier de force, puisque en quelque sorte, on va toucher au solide en lui-même pour changer sa forme ou pour changer voilà, ce à quoi il ressemble. Alors, quelle que soit la force qu'on va étudier, 4 points qui seront à garder en tête, c'est les 4 points classiques des forces et des vecteurs d'ailleurs, puisque le vecteur, ici la force pardon, est un vecteur. Ces 4 points qui sont là marchent pour le poids, marchent pour la force de pression, donc on les retrouve. Le point d'application, on fait une petite croix pour indiquer où ça se trouve. La direction, c'est qu'à partir de ce point d'application, on va regarder dans quelle direction cette force s'applique. Troisième étape qui vient en complément des autres, il y a un sens, donc soit on va par là, soit on va par là. Ok, d'accord. Et cette force, elle a une certaine longueur quand on la représente qui est proportionnelle à son intensité. Donc quand on veut représenter l'intensité, voilà, on met une force qui s'arrête à une certaine taille et il y a une échelle qu'on met en général. Donc la force ici, je sais pas, je prends un nombre au hasard, elle vaut 3 newtons. D'accord, on en avait déjà parlé. Ça, c'est l'unité de la force. Ok, donc l'intensité en newtons. Voilà, donc quand tu fais une force, commence toujours par là, cherche d'abord le point d'application, c'est très important, souvent on a tendance à zapper cette étape-là. Si on n'a pas le point d'application, si on ne sait pas où s'applique la force, après tout le reste, c'est faux. D'accord? Donc repense à tous ces cas qui sont ici. Quand tu écrases une canette, tu appuies à un endroit en particulier de la canette, soit en haut, soit en bas, ça ne va pas donner le même écrasement. Quand tu vas exercer une tête au foot, le point d'application est important. Est-ce qu'on fait la tête à gauche, à droite du ballon? Suivant ce qu'on fait, forcément le ballon va partir dans un sens différent. Et pareil, pour mettre en mouvement un objet, il faut trouver le bon point d'application. Si tu veux pousser une voiture qui est en panne, mets-toi du bon côté de la voiture, sinon tu vas la faire reculer. Alors, autre chose, toujours dans cette continuité, on va dire, si on a plusieurs forces, lorsqu'on a plusieurs forces qui s'appliquent sur un corps, c'est très logique. Les forces, elles peuvent s'additionner avec 2D, d'accord? Ou alors, si les deux forces vont dans des sens opposés, par exemple, toi tu pousses une voiture et tu te mets au niveau du pare-choc avant, et puis quelqu'un d'autre la pousse au niveau du pare-choc arrière, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Toi tu pousses comme ça, l'autre il pousse comme ça, et bien là tu as des forces qui vont se soustraire. D'accord? Alors, parfois ça peut conduire à l'immobilisme, parfois pas, ça va dépendre si les forces se soustraient parfaitement ou pas. Alors quand on fait cette petite opération et qu'on réfléchit à plusieurs forces qu'on sera amené à faire, on dit qu'on fait des forces. Donc on dit souvent on fait le bilan des forces, mais on garde cette expression, on fait la somme des forces. Alors pourquoi j'utilise ces deux termes? Parce que, bon, quand on le dira en phrase, on dira souvent on fait le bilan des forces, mais quand on dit la somme des forces, souvent c'est pour nous permettre d'utiliser cette écriture abrégée que tu as peut-être déjà vue en maths. C'est cette lettre grecque qui s'appelle sigma, même si tu trouves qu'elle ressemble à un E.
Voilà, sigma avec un S comme somme, qui est l'abréviation en fait de somme, en maths ou en physique. D'accord? Donc si tu me vois faire la somme des forces, qui sont donc des vecteurs, j'écrirai ça comme ça. D'accord? Bilan des forces. Ok. Bilan des forces qui pourra valoir 0, voilà, ça on verra. Donc somme des forces peut s'abréger en somme. D'accord? Alors j'écris un peu en dessous de la ligne ce que j'étais passé. Et je voulais te mettre en couleur que la force est un vecteur. Donc je n'oublie pas de mettre la petite flèche en haut. D'accord? Voilà. Bien, quelque chose qui va te faire plaisir maintenant, c'est que les actions, ces forces, elles peuvent être à distance ou de contact. Alors de contact, c'est pas très difficile à imaginer, c'est comme la canette qu'on écrase, il faut la toucher pour pouvoir l'écraser, la voiture qu'on veut pousser, il faut la toucher pour pouvoir la pousser, mais il y a aussi des actions qui se font à distance et qui ne nécessitent pas de contact. Donc j'attire ton attention là-dessus parce que c'est des forces qu'on a tendance à oublier quand on va faire le bilan. Alors il y en a une qui est relativement classique, on va la voir, c'est le poids. Mais on verra quand on sera là. Alors regarde, ici tu as un entraînement, tu me retrouves s'il te plaît, si les actions sont de contact ou à distance. Tu peux faire pause, voilà, et quand tu es prêt, correction. C'est bon, ça y est? Alors regarde, la réaction de la table, je mets la petite croix, c'est une action de contact. C'est une force qui empêche la balle de tomber jusqu'au sol, donc forcément il faut que je mette un objet comme une table qui l'empêche de faire ça. Il y a donc un contact. L'action de l'aimant, alors on le voit, l'action de l'aimant, il n'y a pas besoin de contact, c'est une action à distance, comme toutes les interactions électromagnétiques. Alors, il y a un moment où l'aimant et la bille peuvent se toucher, c'est pas grave, ça reste quand même une interaction à distance. Force de frottement. Alors ça c'est le cas classique quand tu as un objet qui est posé, s'il reste immobile alors qu'il y a une légère pente, c'est parce qu'il y a un frottement entre l'objet et le support. Et ce frottement, il a besoin d'un contact. D'accord? C'est relativement logique. Par exemple sur la route, quand tu roules avec ta voiture, tu as un contact entre le pneu et la route. S'il n'y a pas de contact entre le pneu et la route, tu glisses. L'action de la Terre, ça c'est le classique. L'action de la Terre, c'est à distance. D'accord? Donc là, attention, parce que c'est une force qui aura lieu dès que tu es sur Terre. Et autrement dit, dans les exercices, tu es souvent sur Terre. Donc, attention, dès que tu es sur Terre, il y a cette action du poids. Donc ne l'oublie pas. Dernier cas, on a un objet qui va être remorqué par une ficelle. Tu te doutes bien qu'il faut que la ficelle touche l'objet, sinon tu vas tirer dans le vide. Donc il faut qu'il y ait un contact. Ok? Donc voilà pour cette première feuille. On va passer à la deuxième. On va rentrer dans le vif du sujet puisque c'est le titre de notre chapitre. On va parler du travail d'une force. Alors avant d'écrire quoi que ce soit, à quoi ça va servir? Eh bien ça va servir à savoir si quand j'ai une force, d'accord, quand j'exerce une force ou qu'il y a une force qui existe comme par exemple le poids, est-ce que cette force va exercer une action qui va être intéressante pour ce que j'ai à faire? Donc moi j'ai à faire un travail. Okay, le travail, c'est ce qui nous intéresse en physique parce que c'est ce qui permet de faire bouger les objets dans le sens qu'on veut. D'accord? On va commencer par la première définition. Alors on n'est pas obligé de la mettre en rouge. Pour mettre en mouvement un objet, on pourra abréger mouvement par MVT. Eh bien, il faut, ça ne se fera pas gratuitement, il faut qu'un système, donc un système, on va tout de suite préciser ce que c'est, donc c'est un moteur, une personne, d'accord? Il faut que quelqu'un fasse quelque chose, il faut qu'un système transfère de l'énergie. À l'objet. D'accord? Ça paraît logique, en fait on n'a rien sans rien. Si on veut mettre en mouvement un objet, il faut lui donner de l'énergie. Il ne va pas se mettre à bouger tout seul. Donc ça va coûter quelque chose à quelqu'un, au système, pour pouvoir donner à cet objet qui n'avait pas de mouvement ou qui n'avait pas d'énergie au départ.
on va lui donner quelque chose. Donc il y aura un transfert d'énergie d'une personne à l'autre. Et ça c'est important parce que c'est tout l'objet de notre chapitre. Ce transfert d'énergie, alors je mets un E majuscule à énergie parce que ça nous servira pour donner le symbole, donc on s'habitue un petit peu, ce sera grand E. Ce transfert d'énergie s'appelle le travail, alors dans son sens très global du terme, et d'ailleurs l'abréviation de travail, ça vient de sa notation en anglais, work, donc le symbole de travail, ce sera W en majuscule. D'accord ? Alors maintenant, on va voir ce que c'est en version un petit peu officielle. Travail d'une force, symbole, on l'a dit, W. Ok. Permet de quoi? Permet de mesurer l'énergie, on va utiliser son symbole, l'énergie grand E transférée. Et ça marche lors du mouvement. D'accord? Par exemple, si tu voulais mesurer l'énergie transférée quand tu vas faire chauffer de l'eau, par exemple, pour faire ton thé, ton café ou des pâtes, eh ben, ce ne sera pas avec un travail. Il faut forcément, quand on va utiliser un travail, qui est un mouvement. D'accord, on peut mesurer l'énergie transférée quand tu fais chauffer de l'eau des pâtes, mais ce ne sera pas dans ce chapitre-là et ça ne s'appellera pas le travail. Alors, vu que le travail, c'est une énergie, est-ce que tu te souviens de l'unité qui correspond à l'énergie? Eh bien, l'unité, je vais te le mettre en couleur, c'est en joules, symbole, grand J. Donc le travail, c'est W, c'est une énergie et il se mesure en joules. D'accord? Donc voilà le travail d'une force. Si on doit l'écrire proprement, travail, est-ce que là ça va? D'une force. D'accord? Bon, symbole d'une force. Et vu que c'est lors d'un mouvement, bah souvent ce sera entre deux points. Ce sera entre le point A et B par exemple. D'accord? Donc ça s'écrit comme ça. Il y a trois petites notations d'un mouvement. Je vais te le préciser ici. Entre deux points. Alors on les appelle souvent A et B, mais ça peut être A et C, etc. D'accord? Donc voilà, travail d'une force, ça s'écrit comme ça. W, la force entre parenthèses, et on indique entre quel point et quel point ça va travailler. Alors je te montre ce à quoi ça peut ressembler. Regarde ici, tu as une grue qui soulève une charge qui a l'air d'être assez lourde. D'accord? Évidemment, la charge ne se soulève pas toute seule, elle n'est pas en lévitation, donc il y a un travail qui est fourni par la grue. Ok? Si on doit regarder le travail qui est fourni par la grue, tu peux voir qu'il y a une force, d'accord? Donc n'oublie pas, hein, il faut commencer par parler des forces au départ. Son point d'application, c'est ici, d'accord? C'est l'endroit où la grue tient la charge. Tu noteras qu'il y aura une deuxième force ici, mais on a simplifié, on n'en a mis qu'une. Cette force, elle est verticale et dirigée vers le haut. D'accord? Donc voilà. Cette force, elle est ici. Que fait la grue? Eh bien, la grue va amener la charge, elle va la faire monter, d'accord? Elle va la faire monter, 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 jusqu'à ce niveau-là, jusqu'ici. D'accord? Monte, ça monte. Donc tu vois que ça va passer du point A au point B. D'accord? On pourrait dire qu'ici c'est A, ici c'est B si tu veux. On l'a mis sur le côté pour que ce ne soit pas trop chargé. Donc bref, on a une force qui monte cette charge du point A au point B. Et bien si on devait écrire le travail de cette force, on l'écrirait comme ça, que c'est le travail entre les points A et les points B de, attends que je prenne la bonne couleur, la force qui s'appelle comment? Bah ici on l'a appelée F. Au passage, hop, il manquait la petite flèche. Ok? Bon, donc voilà, là on a la force de cette force F. Alors on a le travail de la force F. On y reviendra un petit peu après pour voir ce qu'elle vaut. Pour l'instant, on ne sait pas. Je mets un égal et je mets 3 petits points. Donc là on est vraiment dans la notation en fait assez classique. Alors pour voir ce que ça peut faire, on va déjà commencer par des choses simples. Si la force contribue au mouvement, donc si la force sert
justement à déplacer notre charge du point A au point B, c'est ce qu'on a envie de faire en fait, hein, on dira que le travail est moteur. Donc c'est le principe d'un moteur, c'est que ça aide à faire le mouvement. Et dans ce cas-là, la valeur du travail est positive. Je vais t'expliquer que parfois il y a des travaux qui sont négatifs. Donc là, le travail est supérieur à 0, il est positif. Donc c'est bien. Mais il peut aussi y avoir des forces qui s'opposent au mouvement. Et dans ce cas-là, on dira que le travail de cette force, il est résistant. Et dans ce cas-là, sa valeur est négative. Le travail, il sera inférieur à 0 pour ces forces-là. Alors, regarde bien le schéma qui est ici. Il y a un travail qui est résistant. Est-ce que c'est celui-ci? Non, regarde, la force, elle sert à faire monter entre A et B. Donc ici, on a un travail qui est moteur. D'accord, il est supérieur à 0. On ne sait pas encore ce qu'il vaut, mais on sait déjà qu'il est moteur, il sert à faire grimper le truc. Mais il y a aussi une force qui est résistante. Alors, est-ce que tu as trouvé quelle force n'était pas mise sur le schéma, et qui intervient tout le temps pourtant, et qui est résistante? Ah ben je pense que tu l'as trouvé, c'est le fameux poids. Souviens-toi, le poids, il se met, son point d'application c'est au centre de l'objet, et il est toujours vertical et vers le bas. Il y a toujours un poids puisqu'on est sur Terre. Vous l'avez dit avant. Eh bien regarde, nous on veut aller du point A vers le point B. Si ça peut t'aider, on peut le mettre en couleur. C'est vers ce sens-là. Tu constates que la force F, pas de problème, elle est bien dirigée dans ce sens-là, donc elle va être motrice. Mais le poids, lui, elle n'a pas envie d'aller vers là. Le poids, il a envie de tirer vers le bas. Or, on a un déplacement à faire de A vers B, vers le haut, et on a un poids qui va vers le bas. Eh bien, ça veut dire que le travail du poids, ici, le travail du poids, sera un travail résistant. Le travail entre A et B du poids, alors je ne dis pas encore ce que ça vaut, on reviendra dessus, il est inférieur à 0, il est résistant. Donc là, sans faire de calcul, c'est en fait de la définition pure. On a deux forces, on les voit, il y a lui et il y a lui. D'accord? Il y en a une force qui va exercer un travail moteur, une force qui va exercer un travail résistant. D'accord? Donc il y a deux forces ici qui s'appliquent sur la barre, sur la charge. Donc celle-là et celle-là, une qui est motrice, une qui est résistante. Et souvent ce sera comme ça. Il y aura souvent des forces qui vont s'opposer au mouvement et donc qui seront résistantes. Tout l'intérêt évidemment si on veut faire avancer la barre, c'est d'avoir ici une force F qui est plus grande que la force P, sinon la barre elle tombe. Ok, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'acheter une grue. Alors on va voir ici, dans la prochaine vidéo, comment calculer le travail d'une force. Donc on va reprendre cette petite définition et on va donner la formule qui permet de le calculer, ce qui nous permettra de compléter les petits pointillés qu'on a laissés ici. Ok? Donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, on verra comment calculer le travail d'une force. Allez, salut et n'hésite pas à poser des questions.